Que se passe-t-il donc à la Société nationale d'électricité, la Sénélec, qui, il n'y a guère, se prévalait d'une embellie tant au niveau de ses capacités de production que de ses résultats financiers. La Sénélec donc affiche un état de santé inquiétant. La société traverserait des difficultés financières telles que les salaires sont tombés avec quelques jours de retard par rapport au versement précoce auquel les travailleurs étaient habitués, et l'on parle même d'une hausse du prix de l'électricité. Mohamed Ali Mouba a enquêté pour nous et comme nous allons le voir, les causes de cette situation vont au-delà des sommes dues par l'État à la Sénélec. Le verre est également dans le fruit, pour ainsi dire. Un état des lieux rapide du problème permet de situer le mal sur 3 tableaux. La dette de l'État envers Sénélec, les charges d'exploitation, les fraudes à l'électricité. Sur le premier problème, à savoir la dette, Sénélec peine à recouvrer toutes ses créances. L'État du Sénégal lui doit 247 milliards de francs CFA constitutifs des factures impayées et les subventions pour éviter que Gorgorlou ne paie plus avec la variation des prix du baril de pétrole à l'international. Mais ce n'est pas tout. Sénélec fait face aussi à des fraudes sur l'électricité dans les concessions et autres entreprises. Un manque à gagner annuel de 20 milliards de francs CFA. Mais au-delà des contraintes externes, Sénélec c'est aussi un mammouth, 4000 agents. Premier employeur du Sénégal devant la première entreprise du Sénégal, Sonatel, qui tourne autour de 600 emplois directs et indirects. Parmi les agents de Sénélec, beaucoup de cadres bénéficiant tous d'un traitement privilégié avec avantages salariaux, primes, véhicules de fonction haut de gamme, sans parler de l'électricité donnée gratuitement. Et même au plus fort de la crise que traversait Sénélec entre 2008 et 2011, les agents de la boîte ont vu leur émolument revalorisé considérablement avec le plan Sokhali Sénélec lancé par le ministre de l'énergie de l'époque, Samuel Ahmed Sarr. Comme quoi, les charges d'exploitation peuvent toujours être lourdes, mais c'est toujours le consommateur qui est frappé au portefeuille. Jamais la direction ne se remet en cause pour optimiser ses charges. L'autorité de régulation du secteur de l'énergie, pas très connue du public, se contente, elle, de valider les prix appliqués aux consommateurs, finalement défendus par personne, pas même par les consuméristes. Dernièrement, Momar Ndao a invité les Sénégalais à accepter une augmentation du prix de l'électricité. Notez au sujet de la passe que traverserait la Sénélec que le directeur général de la société, Papa Demba Bitèye, fera face à la presse à 13h. Un peu plus tôt dans la matinée, le directeur de cabinet du ministre chargé de l'énergie, Abdoulaye Dia, s'est prononcé sur les informations alarmantes sur la situation de la Sénélec. Selon le directeur de cabinet, il n'y a pas de crise à la Sénélec et il faut relativiser et tenir compte du contexte. Abdoulaye Dia s'exprimait en marge du deuxième atelier de l'Association des raffineries d'Afrique sur le butane. Un système électrique est dynamique, c'est-à-dire qu'à tout instant, vous devez satisfaire la demande, faire en sorte que soit égal à la demande. N'étant pas un pays super industrialisé, la demande varie tout au long de l'année. C'est ainsi qu'entre novembre et avril, vous avez une demande faible. Entre juillet et octobre, vous avez une demande très élevée. Ensuite, notre pays, avec les investissements dont j'ai parlé, a vu la demande croître de plus de 12% l'an. Vous avez vu beaucoup d'entreprises venir dans notre pays s'installer grâce à l'environnement des affaires qui est devenu très favorable. Donc c'est naturel qu'au cours de l'année, qu'il y ait de temps en temps des tensions qui sont liées à la demande, à la satisfaction de la demande. Mais la Sénélec réussit toujours, avec le parc de production qu'il a, qui a été renforcé, de satisfaire la demande pendant toute l'année et surtout pendant cette période de pointe. Je pense que ce qui a été réussi pendant ces 6 dernières années doit pouvoir être continué. Naturellement, l'État apporte toujours un soutien inconsidérable à la société nationale qui est la Sénélec. Je rappelle qu'elle est détenue pratiquement à 100% par l'État du Sénégal. Et donc, c'est naturel qu'il y ait cette régulation qui s'opère. Mais dans tous les cas, l'équilibre est maintenu. S'il y a de temps en temps des difficultés précaires, elles sont très vite prises en charge, aussi bien par Sénélec que par les pouvoirs publics, avec bien entendu le partenariat de la SAR que nous félicitons au passage, qui entretient avec Sénélec des relations très efficaces. Et donc ce sujet est suivi au plus haut niveau et il sera sous contrôle.
Voilà pour la Sénélec. Dans nos précédentes éditions, nous évoquions également la complainte de certains clients de la Société des eaux, la SDE, par rapport à une augmentation brutale de leurs factures sur les derniers bimestres. La SDE s'en explique. Les responsables de la Sénégalaise des eaux refusent de généraliser et parlent de cas particuliers. Ils invitent les abonnés qui s'estiment victimes de surfacturation à faire des réclamations. Écoutons Ndiaye Diop, le directeur de la communication de la SDE, au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Nous demandons que les clients viennent vers nous, fassent les réclamations, qu'on puisse faire des investigations pour voir si la facture doit être redressée ou maintenue. Donc, ce qui veut dire que nous, on ne peut pas parler de cas général, mais de cas particuliers. Ou comme l'a suggéré Maître Mansanakan, aller vers les associations de consommateurs et que nous avons le devoir de pouvoir leur faire un retour pour leur dire exactement quelle est la situation réelle de leur consommation et de leur facturation. Qu'est-ce qui explique cette surfacturation généralisée dont se plaignent les clients? Cette explication, c'est ce que je vous dis. Elle n'est pas générale, elle est au cas par cas. Si vous estimez que vous êtes surfacturé par la SDE, amenez-nous ou envoyez-nous votre référence de votre facture et comme ça, on viendra chez vous, on regardera, on fera les investigations nécessaires pour vous dire exactement quelle est la situation réelle de votre facturation. Si quelqu'un estime qu'il est mal facturé, ou qu'il est facturé de manière anormale, il peut juste s'approcher des services de la SDE qui se font le devoir de lui revenir pour lui indiquer exactement les explications de sa réclamation. Dysfonctionnement quotidien dans l'approvisionnement en eau, délestage intempestif de courant, renchérissement de certains produits de grande consommation. Voilà entre autres difficultés auxquelles doivent faire face beaucoup de citoyens qui semblent laisser à eux-mêmes. La faute est imputée aux centrales syndicales et autres associations de consommateurs. Ces organisations avouent elles-mêmes qu'elles ont failli à leur rôle. Dossier Pape Besdiba. Le secrétaire général de la Confédération démocratique des syndicats libres fait son mea culpa. Ibrahima Sarr avoue que les centrales syndicales ont une grande responsabilité dans les difficultés qui jalonnent le quotidien des citoyens. Il faut avoir le courage de le dire. C'est un constat très amer qu'aujourd'hui, le mouvement syndical, le mouvement ouvrier en général, ne joue plus le rôle qu'il jouait d'antan pour faire face à certaines situations qui préoccupent les populations et les travailleurs. Cela est dû certainement au morcellement des syndicats. Il y a beaucoup de centrales syndicales et il y a un clivage de certaines centrales qui se disent représentatives, qui ont une coalition, qui certainement les petites centrales, les dites petites centrales, construire un rapport de force face à tout ce qui se passe, aussi bien face à l'État employeur, face aux employeurs du secteur privé. Du côté des associations de consommateurs, l'on fait aussi dans l'aveu, même si elles n'exemptent pas de reproches les populations. Alioune Henrien est membre de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal. Nous, on a un contrat qui nous lie avec la Sénélec, exemple. Si l'État doit de la Sénélec, mais ce n'est pas à notre problème, nous, en tant que consommateurs. Nous sommes tous des consommateurs. Vraiment, je le dis, peut-être que certains vont être frustrés. Mais il y a des associations de consommateurs qui sont là, qui travaillent pour l'État. Si l'État a besoin de faire passer l'information, il passe sur certaines associations de consommateurs. Les torts sont partagés entre associations de consommateurs et les consommateurs. Parce que si les Sénégalais ne sortent pas, l'État ne va pas sentir besoin, parce qu'il va dire que les Sénégalais tout va bien. Moi, je lance un appel à tous les Sénégalais face à ça. Si nous ne faisons pas bras fer avec l'État. Aussi bien dans la distribution de l'électricité que l'approvisionnement en eau potable, les services des sociétés qui en ont la charge sont toujours défaillants. Centrales syndicales et associations consuméristes plaident pour une jonction pour faire face à l'État régulateur. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Chaude matinée sur l'avenue Cheikh Anta Diop ce lundi. Les étudiants orientés par l'État dans le privé ont barré la route pendant plus de 2 tours d'horloge. La riposte du côté des forces de l'ordre ne s'est pas fait attendre avec des jets de lacrymogènes. Ces étudiants réclament le paiement de la dette que l'État doit à leurs établissements, une dette qui a aujourd'hui occasionné leur exclusion de ces écoles. Notre reporter Koumba Sandiane Faye est allé à leur rencontre. Reportage.
C'est le souffle qui peut, des jets de pierre par-ci, des jets de lacrymogènes par-là. C'est le désordre sur l'avenue Cheikh Anta Diop. Ici, la bataille est rude de plus de 2 tours d'horloge d'affrontement entre étudiants et forces de l'ordre. Des étudiants qui, depuis des jours, manquent leurs cours. Ils ont été exclus de leurs écoles. Un rétablissement de leur droit à étudier, c'est ce qu'ils exigent de l'État. Ibrahim Ning est le coordonnateur de la Fédération nationale des étudiants orientés dans le privé. On est sur le terrain, on serait toujours sur le terrain. Tant qu'on n'a pas retourné dans les salles, on ne va pas baisser nos bras. Et ce n'est pas tout. Leur plateforme est remplie de doléances. Ils n'acceptent plus d'être laissés à eux-mêmes. Un traitement égal, pas de faveur, disent-ils. Que nous ne bénéficions pas les mêmes avantages et que c'est pas normal. On n'a pas choisi d'aller dans le privé. Avant d'orienter dans le privé, moi j'attendais à ce qu'on trouve au moins le consentement des étudiants. Sans votre consentement, on vous oriente dans le privé qui est mal traité parce que les étudiants orientés par l'État dans les instituts ne bénéficient aucune couverture médicale. Ils n'ont pas d'accès dans les restaurants publics. Ils n'ont pas d'accès dans les bibliothèques pour se documenter parce qu'un étudiant il doit se documenter. Ils ne sont pas logés également. Ils ne sont pas ravitaillés en eau ni en électricité. On a emboîté tout ça. Ces étudiants orientés dans le privé comptent mener la bataille face à ce qu'ils qualifient de négligence de la part de l'État. Ibrahim Ning et camarades se démarquent du groupe d'étudiants qui avait été reçu par le ministre de tutelle, Cheikh Omar Anne. Tant qu'il n'y a pas paix au sein de nous, il n'y aura jamais paix. Parlons maintenant du nouveau code du tourisme qui est en validation à l'occasion d'un atelier organisé ce matin pour 2 jours par le ministère en charge du tourisme. Ce nouveau code va prendre en charge la lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme, selon le ministre du Tourisme et des Transports aériens. Alioune Sarr souligne aussi que ce code permettra de rationaliser les agences et les commissions dans le secteur du tourisme. Il présidait ce matin donc cet atelier de lancement du code du tourisme. Écoutons Alioune Sarr au micro d'Abdourahmane Diallo. Il était important justement de faire cette rencontre inclusive qui réunit les services de l'État, mais également le secteur privé, les bailleurs de fonds, pour qu'ensemble nous puissions disposer d'un espace de concertation qui sera formalisé dans le cadre du Conseil national du tourisme, mais également de nouveaux textes de loi qui prennent en charge les nouvelles obligations aujourd'hui que vous connaissez. Dans ce code du tourisme, il y aura de nouvelles obligations contre le blanchiment de capitaux, mais également contre le financement du terrorisme. Rappelez également que ce nouveau code intégrera aussi un fonds de financement du secteur touristique qui va utiliser justement des financements alternatifs aussi bien au niveau national qu'international pour injecter massivement des fonds d'investissement dans le secteur touristique. Ce nouveau projet de texte également va aussi rationaliser les commissions qui gèrent le secteur. La commission qui s'occupe des agences de voyage sera fusionnée avec celle qui s'occupe des classements d'établissements touristiques pour avoir une même commission qui pourra travailler de manière beaucoup plus diligente. Ce code aussi intègre le code pénal adapté au tourisme qui permet justement à ce que le secteur soit mieux assuré, mieux garanti pour que le secteur privé qui justement investit son argent soit accompagné, soit assuré, mais également puisse disposer de l'ensemble des leviers qui lui permettent d'investir dans un environnement sûr, garanti et stable. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Revenons à l'actualité sociale et à l'augmentation des produits de consommation courante. Avec cette nouvelle qui est tombée hier soir, après plusieurs mois de blocage, le prix du ciment a connu une hausse de 5 000 francs CFA sur la tonne. Les 3 cimenteries du Sénégal en sont à leur énième augmentation, une hausse qui déplaît à pas mal de Sénégalais qui interpellent le gouvernement. Reportage Nafissatou Silla. 5 000 francs sur la tonne de ciment, une hausse que ne s'explique pas ce chef de chantier, un gros bâtiment de 6 étages presque en fin d'exécution. Pour Tafa, le prix doit être revu à la baisse. Cette hausse me fait mal. Nous tous, nous nous débrouillons et voulons construire notre maison. 3 usines de ciment et le prix est cher. Ce n'est pas normal. On pouvait vendre le sac à 2500 francs. Si c'est un petit chantier, c'est compliqué. Pour les grosses œuvres, il y a les moyens et on commande directement à l'usine et ça nous revient moins cher. 3 cimenteries dans un pays, de l'avis du jeune entrepreneur, le produit doit être accessible. La Gambie, le Mali achète du ciment au Sénégal. Ce n'est pas normal que le produit coûte beaucoup plus cher chez nous. Nous, on a des
des chantiers là-bas. Sur la rue 22 prolongée, un jeune banquier récemment embauché, tranquillement assis devant une maison, interpellé sur cette hausse, s'adresse au gouvernement sénégalais. Abdoulaye Sardien. Les problèmes de la vie sont tellement nombreux et on ne parvient pas à régler tout ça. Si on ajoute d'autres problèmes, ça va devenir catastrophique. Donc le gouvernement doit tenir en compte de cela, puis donner la chance aux jeunes employés et aux jeunes aussi qui n'ont pas encore de boulot et qui n'ont pas encore de maison aussi. On devait réduire ça peut-être à 2500 ou bien à 2900 ou bien à 3000 même, mais pas 3500. Papiade doit terminer son chantier dans son village à Bambey, mais cette hausse semble l'endissuader. Cela nous porte préjudice, mais je dois clôturer ma maison. Et voilà, si c'est trop cher, je ne pourrai pas finir la construction. Les consommateurs interpellent de ce fait l'État du Sénégal. Pour eux, cette hausse est injustifiée. Nafissatou Silla, le directeur du commerce intérieur, justifie cette hausse du prix du ciment. Il évoque un souci de rééquilibrage et la contribution au programme de construction de logements sociaux initié par l'État. Ousmane Baye est interrogé par El Haj Ndiogoudienne. Un comité a été mis en place à l'effet d'examiner la situation de la cimenterie et avait remarqué que c'est un secteur qui traversait des difficultés. Certaines entreprises ont même enregistré des résultats négatifs en 2018. Ce secteur est stratégique pour le pays. Le pays est en construction. Nous avons besoin d'avoir du ciment à suffisance, mais aussi vendu à des prix qui puissent garantir la stabilité des entreprises, l'équilibre des entreprises qui s'activent dans ce secteur. C'est fort de cela qu'il a été retenu un réajustement des prix à hauteur de 5 000 francs. 5 000 francs ainsi constitués, 3 000 francs qui correspondent à une répercussion de la surtaxe sur le ciment qui est intervenue en 2017, mais qui n'a pas été répercutée par les ciments. 2 000 francs également qui constituent un nouveau prélèvement qui a été mis en place pour financer en partie, contribuer au financement du programme logement du chef de l'État, vise à assurer 20 000 logements par an, ce qui fait un total de 100 000 logements pour les 5 années à venir. L'État est soucieux du niveau de prix qui soit acceptable pour le consommateur, mais sans pour autant aussi créer un déséquilibre au niveau de l'entreprise. Parce que si ce déséquilibre persiste, ce qui va arriver aussi à terme, c'est qu'il n'y aura plus de ciment. Parce que aussi les gens aussi ont des charges à supporter. Donc, quelle que soit l'entreprise, les gens produisent un peu dans le souci aussi de préserver un certain équilibre. RFM. L'actualité internationale. Avec vous, Anna Rocha, bonjour. Bonjour, Souleymane. Mamadou Barry sera inhumé ce lundi dans son village natal. À Bolaro, précisément, 2 semaines après son agression à Rouen, en France, la dépouille du jeune enseignant guinéen est arrivée samedi nuit à Conakry et hier, dimanche, cérémonie d'hommage dans la capitale guinéenne avec sa famille, toujours sous le choc. Daoud Diouf. C'est à 14h que Mamadou Barry sera enterré à Bolaro, c'est son village natal en Guinée. D'ailleurs, c'est hier nuit, après une cérémonie d'hommage, que le cortège funéraire a rejoint Mamou. Ce matin, il était prévu la prière mortuaire au niveau de la grande mosquée d'Al-Mamiyan. Ce cortège passera par Mamou, Gatabaya, Amdalaï, Kalia et Soloya, avant donc de finir à Bolaro. C'est le village qui a vu naître le jeune Guinéen qui était âgé de 31 ans. Jeune intellectuel vivant en France, Mamadou Barry, qui a maîtrisé le Coran, a été assassiné en France le 19 juillet par des supporters algériens lors de la finale de la CAN 2019 opposant le Sénégal et l'Algérie. C'était en Égypte. L'actualité politique en Mauritanie avec les ambitions du nouveau Premier ministre. Ismaël Ould Cheikh Sidi a été désigné ce week-end. Il promet de concrétiser la vision et le programme électoral du président Mohamed Ould Razouani. Le nouveau Premier ministre mauritanien a déjà servi sous l'ex-président Ould Abdelaziz. De Nouakchott, Mohamed Diop nous explique pourquoi ce choix. Ismaël Ould Cheikh Sidiya, âgé de 58 ans, est un habitué du gouvernement. En 2009-2013, il était ministre de l'Habitat, puis ministre de l'Emploi en 2014. Les 2 fois sous l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz, ce qui laisse comprendre la volonté de Mohamed Ould Ghazouani de tenir une promesse électorale, c'est-à-dire poursuivre les réalisations de son prédécesseur. Mais le nouveau Premier ministre a aussi des atouts. Il a ses réseaux dans les pays occidentaux, les principaux partenaires économiques de la Mauritanie. Il est même le produit des universités françaises. En interne, c'est un Maure qui est originaire du Sud, à majorité négro-africaine.
Il pourrait donc faciliter la politique d'unité nationale promise par le nouveau chef d'État. Reste à savoir quelle baguette magique va-t-il brandir pour un apaisement politique, car l'opposition a déjà pris ses distances en boycottant la cérémonie d'investiture de Mohamed Ould Ghazouani. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Au moins 19 personnes ont trouvé la mort dans un accident au Caire. Une voiture roulant à grande vitesse a percuté 3 autres véhicules, provoquant une énorme explosion. Selon le ministère égyptien de la Santé, 30 personnes sont également blessées. Certains sont dans un état critique en soins intensifs avec plusieurs cas de brûlure. Et puis dans la lutte contre Ebola en République démocratique du Congo, il y a controverse autour du nouveau vaccin. Grosse polémique même, Souleymane, sur les propositions d'introduction d'un deuxième vaccin pour lutter contre Ebola. L'ex-ministre congolais de la Santé, le docteur Oli Ilunga, pense que l'actuel vaccin est le seul qui s'est avéré efficace. Un député de l'opposition déclare que le nouveau vaccin n'a pas encore été testé. Il craint que les habitants ne soient utilisés comme des cobayes. Pourtant, d'éminents experts en santé affirment que ce nouveau vaccin est sûr. Oumou Kalsoumli pour plus de précisions. Il a été testé sur 6000 personnes et a donné des résultats exceptionnels, déclare le professeur Peter Pio, expert de la fièvre hémorragique Ebola et directeur de la London School of Hygiene. Des études ont montré que le vaccin soit encore en phase expérimentale et n'ait pas été testé sur des patients d'Ebola. Il s'est avéré très efficace dans des tests sur des primates. La seule façon de le tester sur les humains est de l'utiliser dans un scénario de flambée épidémique, car il ne sera pas judicieux d'essayer le vaccin sur des volontaires infectés par le virus. Les données de l'Organisation mondiale de la santé montrent que le taux d'efficacité du virus Merck est de 97,5% chez les personnes vaccinées comparativement à celles qui ne le sont pas. L'OMS affirme que le vaccin s'est avéré sûr et efficace contre Ebola, mais que d'autres essais seront encore nécessaires pour qu'il soit homologué. C'est tout, Souleymane, pour cette page internationale. Merci à vous, Anna Rocha. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, dans un gros quart d'heure, nous parlerons de la cherté du mouton à une semaine de la Tabaski et de l'approvisionnement du marché. Et pour en parler, nous serons avec Ismaël Sow, président national de la Maison des éleveurs, et avec Mohamed Sissé, vice-président de l'Association sénégalaise des consommateurs ASCOSEN. RFM Sport. Bonjour Malal Junior Diagne. Bonjour Souleymane. L'actualité du sport, c'est d'abord la CAF sous contrôle d'une mission de la FIFA. Une première dans l'histoire du football mondial. La Confédération africaine de football est sous contrôle de la FIFA depuis ce matin. Une mission conduite par la secrétaire générale de l'instance mondiale du football, Fatma Samoura. Pourquoi? Quel est le but? Qu'est-ce qui est visé? Plus de détails avec Djouma Diouf. La CAF mise sous contrôle de la FIFA. Pour une période de 6 mois, un audit sera effectué au niveau de la CAF. Selon certains spécialistes, cela va permettre de redresser l'organisation. Mbaye Jacques Diop, journaliste consultant. Aujourd'hui, le fait de mettre la CAF sous administration peut avoir un impact positif. Parce que je pense que Mme Fatma Samoura a eu à faire ses preuves au niveau de la FIFA. Quand elle venait au niveau de la FIFA, elle était inconnue du bataillon. Et en un temps record, elle a su quand même redresser et donner une gestion saine et équilibrée au niveau de la FIFA. Moi, je pense que l'impact ne peut être que positif. Parce que quand vous avez une structure qui est mal gérée et que vous voyez qu'il y a des gens qui peuvent vous apporter une plus-value, et c'est là où c'est important. Et c'est là aussi où ça peut être positif pour le football africain. Cependant, ce contrôle est sujet à controverse car pour certains, la Confédération africaine de football n'est pas directement liée à la FIFA. Salif Diallo, journaliste à l'APS. C'est quelque chose de bizarre parce que la CAF juridiquement n'est pas liée à la FIFA, même si le président de la CAF est vice-président de la FIFA. C'est les fédérations qui directement sont liées à la FIFA. Oui, c'est une première, mais oui, la CAF a beaucoup de problèmes. Le président de la CAF a dit lui-même lors de la dernière
dernière assemblée générale de la CAF, que c'est lui qui a fait appel à la FIFA pour venir voir ce qui se passe exactement pour aider la CAF à aller dans le bon sens. Cet audit a pour but de régler les dysfonctionnements au sein de la CAF, mais aussi de développer le football africain. Fatma Soumaré, accompagnée d'une délégation de spécialistes, vont travailler pendant une période de 6 mois renouvelable avec les dirigeants de la CAF afin d'assainir les comptes et de mettre en place une nouvelle façon de gérer les affaires. Fatma Samoura donc au travail depuis ce matin. À noter également le transfert d'Edouard Mendy, le gardien de l'équipe nationale du Sénégal, s'est engagé ce matin avec le club français de Rennes pour 3 ans. Il rejoint dans l'effectif Ismaïla Sarr et Mbaye. Basketball à présent, le nouveau tableau de l'Afro-Basket est connu. C'est depuis ce matin que la FIBA Afrique a rendu public ce tableau. Plus de détails avec Soda Cham. Un nouveau calendrier a été proposé pour l'Afro-Basket édition 2019. Compte tenu de la fête de la Tabaski, le tournoi démarre toujours le 10 août au Dakar Arena avec comme premier match à 10h Nigeria-Tunisie pour le compte de la poule B. À 12h30, la poule D prend place avec Mozambique-Kenya. Juste après à 15h, Mali-Angola comptant pour le groupe C. La cérémonie d'ouverture est prévue à 17h30 et la première journée sera clôturée par la rencontre du pays hôte, le Sénégal, face à la Côte d'Ivoire à 19h. Pour la deuxième journée, les matchs démarrent à 11h30 avec Kenya-Cap-Vert, à 14h, Tunisie-Cameroun, à 16h30, Côte d'Ivoire-Égypte et à 19h, Angola, République démocratique du Congo. Le lundi 12 août, ce sera un day off, pas de match. La compétition reprend le mardi 13 août avec la troisième et dernière journée des matchs de poule. À 11h30, Cap-Vert, Mozambique, à 14h, République démocratique du Congo, Mali. À 16h30, Cameroun, Nigeria et à 19h, Égypte, Sénégal. Au terme de ces rencontres, les équipes classées premières de chaque poule vont se qualifier directement au quart de finale. Les équipes classées deuxième et troisième vont jouer des matchs de qualification pour rejoindre les 4 équipes qualifiées pour les quarts de finale. Ce sera le 14 août et le 15 août. Début des quarts de finale. En attendant d'y être, on va finir le tournoi international de Dakar avec au programme à Dakar Arena aujourd'hui à 17h Angola, Côte d'Ivoire, 19h le Sénégal joue contre l'Égypte. Lutte avec frappe, attribution du titre de roi des arènes, Doudou Ndiaye Diécko confirme Modulo sur le trône. C'est le président de l'Association nationale des amateurs de lutte. Il est catégorique, Modulo mérite et le roi des arènes. Plus de détails et d'explications avec Doudou Ndiaye Diécko. CNG parce que le CNG s'est trompé parce qu'on ne peut pas reconnaître Manga 2 comme étant roi des arènes. Il a remporté, c'est vrai, dans le temps un tournoi. Ensuite, il est allé donc à la retraite avant de revenir pour remettre sa couronne en jeu. Couronne qu'il a par la suite perdue. De fil en aiguille, cette couronne est passée de main en main et Modulo a fini par hériter de cela. Parce qu'il a battu de maître l'ancien roi des arènes, Eumeu Sène. Donc je pense que le CNG doit revoir sa façon de faire, mais également doit se remettre au goût du jour, puisque l'arène a évolué, la lutte avec et les lutteurs également, mais le CNG est toujours à la traîne. Donc il va falloir qu'ils remettent à jour leurs textes pour s'adapter et fonctionner et avancer avec la lutte. Représentant CNG day toog kon ñoom ba léegi reconnaître nañu couronne bi nga xam ne nii moom la ñuy teg ci roi des arènes. Voilà donc c'était là Doudou Ndiaye Diécko qui met fin à cette page des sports. Merci Malal Diagne Junior et bon appétit. Merci. RFM, reportage. La Tabaski, c'est dans une semaine. Les délestages qui sévissent dans la capitale ces derniers jours créent la psychose. C'est chez les couturiers, ils craignent de ne pas pouvoir honorer leurs commandes et de perdre leur outil de travail. Omar Mbow s'est rendu au marché Gueule Tapée. Voici son reportage. prix ñu commencé xaw a sonnalat quoi léeg-léeg da ngay toog mu coupé dem benn 30 minutes ou 1 heure de temps. Les délestages ne sont pas du goût des tailleurs. À une semaine de la Tabaski, c'est une course contre la montre chez les couturiers du marché Gueule Tapée. Papis Dia. day yàq client yi. Ça crée des disputes avec les clients. Certains ne cherchent même pas à comprendre. S'ils viennent et trouvent que leurs commandes ne sont pas encore prêtes, ils te manquent de respect. moo la ko yóbbee quoi. À côté, un autre atelier. Ici, l'ambiance est bon enfant. On travaille tout en écoutant de la
musique. Mor Kébé, agacé par les coupures, parle de dégâts. Les coupures répétitives de 5 à 10 minutes gâchent nos machines et on paye très cher pour les réparer. De peur de passer la tabaski dans son lieu de travail, Mbaye Sissé donne son astuce. J'ai arrêté il y a 5 jours de prendre toute commande à cause des délestages. Sinon, je risque de travailler le jour et le lendemain de la fête. C'est même mieux pour ma santé. Les coupures d'électricité sont remarquées dans toute la capitale. Les tailleurs craignent que ça persiste, ce qui pourrait négativement impacter sur leur travail à quelques jours de la tabaski. RFM, la chronique du jour. La chronique du jour est signée Abdoulaye Sissé. Le monstre est là, toujours vivant et prêt à tout avaler. Le monstre, c'est toujours le même, pour lequel on croirait parler d'un pays lointain, mais hélas, ça se passe sous nos yeux. Quand il nous était donné de lire ça et là que des activistes ou simples militants contestataires sont arrêtés pour des publications à travers les réseaux sociaux, Facebook ou autres, à notre premier entendement, on pense toujours à certains pays peu exotiques en matière de respect des libertés. Ce genre d'incident dans notre entendement se passe souvent en Corée du Nord, dans certaines dictatures d'Amérique latine ou dans d'autres pays africains peu enviés. En Chine, la publication n'a tout simplement pas droit de vue puisque le filtre censitaire est encore beaucoup plus puissant que les vecteurs dits réseaux sociaux. Ça fait vraiment mauvais genre aujourd'hui que le monstre s'installe sous nos tropiques et que le nom de notre pays vienne garnir cette liste où il ne fait plus bon d'avoir une opinion libre et très critique contre le pouvoir. Aucune justification ne peut convaincre de la pertinence des arrestations. Là où ça devient grave, c'est que ceux qui justifient les arrestations s'interdisent de s'interroger sur le fond des propos de Adama Gaye, par exemple. Ils disent juste que c'est trop de dire certaines choses. Pas que c'est faux, mais que c'est trop de les dire. Jugement moral quand tu nous tiens. Le monstre, toujours le même, prend par ailleurs un visage humain à travers la personne morale de la Fédération sénégalaise de basket. Oser mettre une clause d'autocensure pour le sélectionneur coach Adidas pour la boucler, même s'il n'est pas content du management de la Fédé, il faut oser le faire quand même. La clause en question dit exactement ceci au sélectionneur, s'abstenir de faire des sorties publiques pouvant ternir l'image du Sénégal. On le sait et on peut le dire sans risque de se tromper que cette clause a été faite sous la dictée du ministre des Sports qui s'est montré par le passé très allergique aux critiques d'Adidas quand les conditions de regroupement et de compétition n'étaient pas dignes du niveau de notre pays et surtout de notre groupe de performance composé de joueurs évoluant au très haut niveau. On se demande d'ailleurs, entre celui qui dénonce et celui par l'amateurisme duquel un spectacle d'une équipe nationale chassée de son hôtel ou obligée d'emprunter la carte bancaire à un joueur pour payer la note, lequel de ces deux déshonore son pays? De penser que coach Adidas n'est pas patriote parce qu'il vit en France est une insulte à son dévouement connu de tous pour son pays. De grâce, l'État, c'est bien plus que l'ego d'un ministre ou d'un président de fédération. On pensait vraiment avoir dépassé ici ce genre de clause pour Béni Oui où le sélectionneur subit l'amateurisme de la hiérarchie au point de planter ses performances et de la fermer. Ce n'est pas comme ça que le mondial va nous sourire. Et si c'est le cas, on devra le succès aux joueurs sur le terrain d'abord et non aux administrateurs prêts à tout pour s'auto-sargaliser. En revanche, et en cas d'échec, on leur demandera des comptes aux administrateurs. C'est comme ça que ça marche et on ne changera pas les règles. Mais comme dans ce pays, pas grand-chose ne bouge quand il le faut et dans les délais, la preuve par 10 par le quotidien Le Soleil dans son édition du 30 juillet à la page 7, le confrère remet au goût du jour in extenso un texte publié dans la même forme en 2009 et portant la signature de l'inclassable ingénieur génie civil Ali Diouf. Texte qui traitait de la difficulté d'enrayer la menace des bâtiments menaçant ruine. À l'époque déjà, la protection civile avait répertorié 191 bâtiments menaçant ruine à Dakar. Au final, 0 démolition. On a toujours l'impression que 10 ans après, on n'a toujours pas trouvé la solution pour prévenir ce danger public. Sacré pays. RFM, la presse du jour.
Intégrer une grande école. Le groupe ISM à Dakar, pionnier et leader de la formation en Afrique de l'Ouest et membre du groupe Galileo Global Education, premier groupe d'enseignement supérieur privé en Europe, vous ouvre ses portes. En licence ou en master, faites le choix d'une formation accréditée. En école de management, en école de droit, en école d'ingénieur informatique et digital ou au Madiba Leadership Institute. À l'ISM, construisez dès aujourd'hui votre parcours et préparez votre carrière. Today ISM, Tomorrow the World. Info 221 33 869 76 77 ou sur www.groupeism.sn. Le groupe ISM, leader de la formation en Afrique de l'Ouest, vous offre la revue de presse. Vous voulez vous sentir bien? Passez vos nuits dans un confort idéal? Travaillez en toute quiétude? Le New Max est ce qu'il vous faut. Découvrez la dernière génération de climatiseurs New Max de Samsung. Avec son design élégant et sa technologie avancée, économisez de l'énergie et profitez d'un confort personnalisé et adapté à votre température corporelle. Le nouveau climatiseur New Max de Samsung améliore la qualité de l'air de votre pièce en éliminant toutes les impuretés et vous offrira une sensation de bien-être toute la nuit. Pour cet été, procurez-vous vite le nouveau climatiseur New Max chez nos revendeurs agréés. Tous nos modèles sont garantis 12 mois. Samsung et son nouveau climatiseur New Max vous offrent votre revue de presse. La presse parcourue est synthétisée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. UMS Télico rempile et de 2 pour le président de l'Union des magistrats du Sénégal. Les coulisses d'une réélection. Enquête rapporte que si l'Assemblée générale a salué le travail du bureau, des critiques n'ont pas tout de même manqué. Sur la foi de ses sources, le confrère relève que certains intervenants ont déploré les sorties intempestives de ce dernier à la presse, lui rappelant le devoir de réserve sans laquelle le corps de la magistrature pourrait être fragilisé. Les critiques sont revenues aussi sur la collaboration avec la société civile dans l'organisation de certains séminaires, invitant alors là à la prudence pour ne pas se laisser entraîner par des agendas cachés. Mais ce n'est pas tout. Au-delà de la reconduction de Souleymane Teliko, l'Assemblée générale de l'UMS a été encore une tribune de revendications et de promesses, estime le journal Le Quotidien. Teliko liste d'ailleurs les mots de la justice. Malick Sall lui privilégie le dialogue. Absence de siège digne du nom pour la Cour suprême. Palais de justice de Dakar et de Louga pitoyable. Précarité, promiscuité. Source A parle de textes. Malick Sall lui privilégie le dialogue. Absence de siège digne du nom pour la Cour suprême. Palais de justice de Dakar et de Louga pitoyable. Précarité, promiscuité. Source A parle de vérité crue de Souleymane Teliko. Les nouveaux dossiers de la justice. Le Quotidien parle d'élargissement du Conseil supérieur de la magistrature et de l'accès au casier judiciaire. C'est sur la foi des promesses ou plutôt des chantiers du ministre garde des Sceaux. La plainte du Congrès de la Renaissance démocratique CRD contre Aliou Sall, Franck Timis entre autres. Révélation du journal Les Échos ce matin. Le doyen des juges a transmis le dossier au procureur de la République. Le confrère remarque que Samba Fall attend les réquisitions de Serigne Bassirou Gueye pour ouvrir une information judiciaire s'il y a lieu. Le journal Les Échos parle de première victoire du CRD parce que le doyen des juges n'est pas lié par les observations du parquet. Aliou Sall toujours ou l'humiliation de sa vie chahutée hier au stade Amadou Barry. Le journal Les Échos rapporte que parrain du tournoi départemental en tant que maire de Guédiawaye, il a voulu honorer de sa présence la finale, mais mal lui en a pris. Les jeunes l'ont hué, vilipendé et chahuté quand il est entré au stade. Le frère du chef de l'État accueilli par Gyorgnou Sougnou 400 000. Pendant ce temps, l'opposition, elle, affûte ses armes. Le journal LAS révèle que Abdoulaye Wade remobilise les troupes. Consultation tous azimuts à Fann Résidence. Le pape du Sopi fédère l'opposition autour de sa personne pour des combats futurs. Scandale du pétrole et gaz. Dialogue national. Wade et Mamadou Lamine Diallo sur le même tempo. Aux élections locales prochaines à Guédiawaye, enquête informe que ce sera Aliou Sall contre tous. 11 partis politiques et mouvements citoyens du département de Guédiawaye ont décidé de se regrouper pour porter la candidature du responsable de la PR de la commune de Golf, Lat Diop, à la tête de la mairie. Pour éviter toute rupture dans la distribution de l'électricité, l'État du Sénégal file 35 milliards à Sénélec. Selon Libération qui donne l'information, le ministre des Finances et du Budget a épongé aussi la totalité de la dette contractée dans le cadre de la réalisation du TER. À cause de la Tabaski aussi, tous les salaires et pensions ont été totalement payés. VDN 3 ou la route de la mort, la tribune alerte ce matin. Le confrère constate que 12 personnes ont été tuées en 6 mois. Des cas
de coma et blessés graves les riverains privés de ralentisseurs et de passerelles. Cette incroyable tragédie en France, une Sénégalaise qui perd 2 enfants tués par son ex-époux à l'origine du drame, un mariage qui a volé en éclats. Traumatisé, Fatou est interné actuellement aux urgences. Et puis Aliou Cissé et son avenir de coach à la tête de la sélection nationale. L'observateur note ce matin que Aliou n'a pas dit son dernier mot, alors il se donne un temps de réflexion. Le groupe ISM, leader de la formation en Afrique de l'Ouest, vous a offert la revue de presse. Pour cet été, procurez-vous vite le nouveau climatiseur NewMax chez nos revendeurs agréés. Tous nos modèles sont garantis 12 mois. Samsung et son nouveau climatiseur NewMax vous ont offert votre revue de presse. Bienvenue dans Point de vue pour parler de l'état d'approvisionnement du marché du mouton à une semaine de la Tabaski et des prix également des moutons que certains jugent très très élevés. Pour en parler, nous sommes avec Ismaël Sow, président national de la Maison des éleveurs. Monsieur Sow, bonjour. Bonjour, monsieur. On est également avec Mohamed Sissé, le vice-président de l'ASCOSEN, l'association des consommateurs sénégalais. Monsieur Sissé, bonjour. Oui, bonjour. D'abord, monsieur Ismaël Sow, quel est l'état d'approvisionnement du marché du mouton au Sénégal actuellement? Quelles sont les remontées que vous avez? Voilà. Moi, j'ai fait des déplacements avec monsieur le ministre de l'élevage et de production animale à l'intérieur du pays. On a été à Kaolack, Thiès, Kaffrine, Tambacounda, Matam, Louga, Saint-Louis, partout du pays, même dans les frontières. Mais on a trouvé quand même que vraiment la situation est bien. Voilà, donc les moutons sont en train de rentrer dans les frontières, mais aussi les éleveurs qui élèvent leurs moutons aussi, ils sont en train de faire des déplacements pour gagner au niveau de grands capitales comme la région de Thiès et de Dakar. Effectivement, nous avons entendu le ministre parler même d'excédent de moutons à Saint-Louis. En revanche, il y a quelques jours, notre correspondant à Ziguinchor nous parlait d'un très grand déficit. Est-ce que vous avez des informations par rapport à Ziguinchor? Non, c'est que les éleveurs, ils ne sont pas encore arrivés. Ils sont sur le terrain parce que s'ils sont arrivés très tôt dans le marché, ils ont dépensé beaucoup pour nourrir les animaux. Ça, c'est le problème que nous vécons chaque année. Mais d'autrement aussi que je ne le dis pas pour faire peur les populations, mais quand même que nous les éleveurs, les consommateurs, plutôt les opérateurs aussi, que nous souhaitons que les populations fassent des déplacements à temps pour acheter leurs moutons. Parce que beaucoup des années aussi, toujours il y avait des invendus. Lors de notre réunion, quand Momar Sissé, vice-président ASCOSEN, était présent, la banque nous dit qu'il y avait 250 millions que les éleveurs devaient aux banques. Oui, devaient aux banques. Donc, tous ces problèmes de moutons invendus. Tout à fait. Voilà. À tout à l'heure, on reparlera du prix des moutons, mais avant cela, je voudrais demander à Mohamed Sissé de nous donner sa lecture justement de cet approvisionnement du marché. Qu'en pensez-vous? Quelle est l'information que vous détenez, vous, au niveau de l'ASCOSEN? Oui, j'ai une lecture à 2 niveaux. J'ai accompagné le ministre en charge de l'élevage. Effectivement, comme l'a dit Ismaïla, nous étions ensemble. Au niveau des importations, partout où nous sommes passés, surtout à Kidira, où viennent les Maliens et les Mauritaniens, nous avions constaté à l'instant où nous passions à la frontière, et je viens d'ailleurs de m'informer au niveau de la frontière aussi, qu'il y a un approvisionnement correct, que les camions continuent à entrer d'une manière raisonnable par rapport à l'année passée. Ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture, c'est qu'au niveau du ferlo, il n'y a pas de tapis herbacé. J'ai posé la question où était le bétail. Les opérateurs m'ont répondu en disant que vu qu'il n'y avait pas le tapis herbacé, le bétail se déportait vers Tambacounda. Et c'est de là qu'ils seront en partance pour Dakar. Ah oui. Mais comme l'a noté Ismaïla, Dakar et Thiès ne constituent pas le Sénégal.
C'est pourquoi j'ai demandé à ce que le ministre en charge de l'élevage fasse une régulation. Ça veut dire, comme vous venez de le souligner, que les populations de Ziguinchor, de Kolda, soient approvisionnées comme les populations de Dakar. Ceci est très important. Au même moment et de façon équitable, raisonnablement aux mêmes conditions. Ceci est important parce qu'il n'y a pas de consommateurs. Ils sont logés à la même enseigne. Les populations de Dakar ne doivent pas être mieux servies que ceux de Kaolack ou de Ziguinchor. Mais M. Cissé, pour l'instant, les consommateurs, les clients pointent la cherté des moutons et ce que nous avons observé sur les sites de vente, c'est que ce sont plutôt des moutons d'élevage qui sont là, pas les moutons, importés. Qui viennent du Mali et de la Mauritanie. Oui, on a constaté cette année que les moutons d'élevage sont venus très tôt sur le marché. Et jusqu'à présent, ce sont ces moutons qu'on voit sur le marché. Et qui sont excessivement chers. Parce que tout simplement, nourris avec l'aliment de bétail. Donc, la Tabaski, pour mieux passer la Tabaski, le Gorgorlou achète le tchogal, ce qu'on appelle le tchogal. Donc, nous demandons aux locaux de ne pas attendre le dernier moment pour venir à Dakar. Quand on leur a demandé, ils disaient que dans 3 ou 4 jours. Mais je crois que c'est le moment, malgré que Dakar est cher, on peut le comprendre, mais c'est le moment de rentrer à Dakar afin de stabiliser les prix. Parce que tant que cet élevage domestique est mis sur le marché et reste sur le marché, la tendance est à la spéculation, pour dire les choses comme elles sont. D'accord, très bien. Ismaël Sow, sur le prix des moutons que les consommateurs jugent pour l'instant excessivement cher, qu'est-ce que vous répondez, vous les éleveurs, les professionnels? Bon, ce que je réponds, mon ami Marcel, il est défenseur des consommateurs, mais les éleveurs aussi sont partie de ses membres. Hein. Donc, nos moutons, il est difficile même fois de trouver un mouton qui coûte plus de 100 000 francs CFA. Moi, je pense qu'il y avait aussi des prix raisonnables. Quand vous voulez tuer un bon mouton avec ta famille, parce que c'est votre devoir en tant que musulman que vous êtes, j'espère qu'il est important quand même d'acheter un mouton, parce que c'est une seule fois dans l'année. Donc, c'est normal que les gens doivent faire quelque chose, faire effort quand même. Bon, d'autrement aussi que les éleveurs, ils prennent en charge beaucoup de charges, hein, parce que charge alimentation de bétail. Il a dit tout à l'heure, là où on parle actuellement, il n'y a pas de tapis herbacés sur le terrain même, partout du Sénégal. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour nourrir le bétail? C'est acheter des fentes d'arachide et d'aliments de bétail très chers, mais aussi de l'eau, de transport et la sécurité des bergers. Tout c'est des charges que des éleveurs devaient payer. Moi, je pense que vraiment, c'est important maintenant que les gens allaient tout de suite acheter leurs moutons pour édifier les éleveurs. Parce que s'ils n'ont fait pas ça aussi, que les éleveurs ils sont vécus de choses très dures auprès des banquiers, parce qu'après la tabasque aussi, vous courez, vous traînez auprès de justice, de choses comme ça. Donc, les populations sénégalaises, oui, devaient prêter attention aussi. Merci à vous, Ismaël Sow, président national de la Maison des éleveurs. Merci à Momad Cissé également, vice-président de l'ASCOSEN, qui nous parlait de l'approvisionnement du marché des moutons et de la cherté, enfin des prix de ces moutons à une semaine de la Tabaski. À 12h50, c'est la fin de ce journal. Avant de nous quitter, cette information qui vient de nous parvenir, l'affaire de l'assassinat du major Tamsir Sané. Les présumés meurtriers sont en train d'être conduits à l'instant à Tambacounda. C'est pour leur transfèrement devant le procureur de la République, leur déferment plutôt, transfèrement sous haute sécurité. Le véhicule à bord duquel ils sont transportés est escorté
par 8 véhicules de la gendarmerie selon nos informations. Le reste de l'actualité, c'était cette série de hausses de prix de produits de consommation courante. 5 000 francs de plus sur la tonne de ciment. Le mouton intouchable à 7 jours de la Tabaski. Des factures d'eau qui flambent et des ménages, des menaces d'augmentation sur le prix de l'électricité. La Sénélec, justement, dans une mauvaise passe, tension de trésorerie, salaire payé plus tard que d'habitude. Le directeur de cabinet du ministère de l'Énergie démonte toute crise et s'explique. Le directeur général de la société devant la presse dans un instant. Et puis, énième affrontement entre étudiants et forces de l'ordre sur l'avenue Cheikh Anta Diop. Les étudiants orientés par l'État dans les établissements privés d'enseignement supérieur ont bloqué la route ce matin pour exiger le paiement de la dette de l'État en vue de leur réintégration. Journal mis en onde par Aliou Ba. Merci de l'avoir écouté. Excellent après-midi, bon appétit et bonne suite des programmes.